Bonjour, je m'appelle Isra et je ne me souviens de rien de ce qui m'est arrivé avant l'accident. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être vous-même, que tout ce qui vous entoure est artificiel et irréel, que les gens autour de vous vous mentent? C'est ma vie maintenant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point c'est difficile quand vous n'êtes même pas sûr de qui vous êtes vraiment. Je ne suis sûre que de quelque chose. Je sais pertinemment que j'ai 23 ans et que mes parents sont morts. Cela est confirmé par les journaux que j'ai lus récemment. Je ne me souviens de rien de tout cela, ni de ma mère et de mon père, ni même d'une fête d'anniversaire. Le dernier souvenir réel dont je me souvienne est un volant entre mes mains. Cette sensation effrayante de perdre le contrôle et de voler, l'impact et le cliquetis du métal. Et puis, rien que l'obscurité et la douleur. Quand je me suis réveillée pour la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais la sensation que mon corps n'était pas le mien. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait. J'avais un tube dans la bouche, je me sentais si faible. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage, tout était flou. Ils ont remarqué que j'étais consciente et l'un d'eux s'est précipité vers moi. « Molly, tu m'entends » demanda-t-il. Et puis mon monde s'est à nouveau effondré. La deuxième fois que je me suis réveillée, il n'y avait plus d'appareils médicaux dans les parages. Un homme que je ne connaissais pas était assis à côté de moi, me tenant doucement la main. « Isra, ma chérie, dit-il. Enfin, tu es réveillée. »« Qui êtes-vous » demandai-je. « Je suis Trevor, ton mari. » Il répondit. Mais je ne me souviens pas avoir été mariée. Je voyais cet homme pour la première fois. Mais là encore, je ne me souviens de rien du tout. Je n'étais même pas sûre qu'Isra soit mon vrai nom. Ça semblait si bizarre. J'ai été gravement blessée dans l'accident. La reprise a été longue. Les médecins nous ont dit qu'après une commotion cérébrale aussi grave, ces lacunes dans la mémoire sont normales et ne devraient pas nous surprendre. Trevor est venu me voir tous les jours et m'a apporté des photos. Nous parlions de mon passé, mais je n'avais encore aucun souvenir de quoi que ce soit. C'était horrible. Trevor a tenu bon et a essayé de me soutenir dans ma réhabilitation. Mais ce nom Molly me hantait. Et pour une raison quelconque, je n'ai pas osé interroger Trevor à ce sujet. Alors que je commençais à récupérer, la police est venue me voir. Ils enquêtaient sur l'accident. Ils soupçonnaient que l'accident de voiture avait été orchestré par quelqu'un. De plus, les restes d'une autre personne ont été retrouvés sur le site du crash. Mais je ne pouvais rien leur dire. Tout ce que je savais, c'était ce que Trevor m'avait dit. La voiture est tombée d'une falaise, s'est renversée plusieurs fois et a pris feu. J'ai pu sortir. Y avait-il quelqu'un avec moi et qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Au fil du temps, je me suis améliorée, mais je me sentais toujours complètement désorientée. Trevor m'a ramenée à la maison. Nous avions un joli petit chalet et 2 chats. Les chats m'ont reniflé et m'ont sifflé. Trevor a ri et a dit que c'était probablement l'odeur de mes médicaments. J'ai dû repartir de zéro. Mes parents sont morts il y a environ 5 ans, donc malheureusement, il n'y avait personne à qui poser des questions sur mon enfance. Je ne pouvais pas oublier l'autre personne dans la voiture. Mais Trevor m'a dit de ne pas m'inquiéter et de laisser la police s'en occuper. Je me sentais coupable. Trevor essayait tellement fort et je ne ressentais rien pour lui, ni pour cette maison, ni pour cette vie. Eh bien, au moins, je commençais à m'entendre avec les chats. Il s'est avéré que j'ai récemment obtenu mon diplôme universitaire et que je travaille maintenant comme enseignante dans une école secondaire. Les médecins m'ont conseillé de reprendre ma vie normale le plus tôt possible afin de récupérer mes souvenirs. L'administration de l'école voulait m'aider. Les cours étaient dispensés par des professeurs suppléants, mais je suis venue en classe. J'ai parlé aux enfants, j'ai lu le programme scolaire. Ai-je écrit ces plans de cours de ma propre main? Ai-je vraiment donné des notes à ces adorables enfants? J'ai la tête qui tourne. Une de mes élèves a demandé comment allait ma sœur jumelle. J'étais stupéfaite. La fille dit qu'elle m'avait vue peu de temps avant l'accident dans l'autre ville avec ma sœur jumelle. Nous mangions dans un café et nous nous disputions. J'ai demandé à Trevor si j'avais une sœur. Il a dit que non et est devenu très sombre à ce sujet. Au fil du temps, physiquement, tout allait bien. Mes souvenirs sont restés verrouillés, mais j'ai commencé à en avoir de nouveaux. Avec Trevor et nos chats, nous avons célébré mon 24e anniversaire. Nous avons commencé à sortir ensemble et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de mon mari. Je ne retrouverai peut-être jamais mon ancien moi, mais cela ne signifie pas que je devrais faire une croix sur ma vie. Cela ne signifie pas que je ne peux pas tout recommencer à zéro. Je veux dire, n'est-ce pas? Puis un jour, quand Trevor est parti travailler quelques jours,
Un homme avec des fleurs m'a rencontré après l'école. « Molly !» s'exclama-t-il. « Tu ne me reconnais pas? »« Je suis Dick, ton mari !» J'étais terrifiée. Qui est ce fou? Mais son visage me semblait familier. Je l'ai connu quelque part, et les fleurs dans ses mains, les marguerites, il y avait quelque chose en elles. J'ai eu un mal de tête terrible, j'ai trébuché et l'étranger, Dick, m'a rattrapé et m'a conduit à un banc. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais Molly, sa bien-aimée. Ce Trevor ne nous a pas permis de nous contacter parce qu'il savait que je me souviendrais de tout. J'étais tellement confuse. Se pourrait-il que Trevor m'ait menti pendant tout ce temps? Mais pourquoi? Dick a dit que j'avais reçu un héritage de ma tante récemment et que Trevor voulait de l'argent. Je n'en revenais pas. Comment mon doux et attentionné Trevor pouvait-il me faire une telle chose? C'était comme si je pouvais faire confiance à personne, ni à Trevor, ni à Dick, même si son visage provoquait une sorte de réaction. Je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à Dick de m'emmener dans la maison où j'habitais actuellement. Dick n'était pas content, mais il obéit. La nuit, j'ai rêvé de mon reflet tout meurtri et en larmes, entouré de marguerites. Est-ce moi? Est-ce Molly? Qui suis-je? Suis-je vraiment Molly? Ou suis-je Isra? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant qui vous êtes? Le matin, je me suis réveillée déterminée à comprendre ce qui se passait. J'ai parcouru des tas de vieilles photos. J'espérais que quelque chose se déclencherait, un peu dans ma mémoire, mais ça n'a pas aidé. Ensuite, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit dans l'autre ville où mon élève m'avait vue avant l'accident. J'ai trouvé ce petit bistrot, commandé un café et j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Cela semblait déclencher quelques souvenirs. Cet endroit me semblait familier. « Oh, Molly !» m'a appelé la propriétaire du café. « Tu n'es pas venue ici depuis longtemps ?» Nous avons commencé à discuter. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture et que j'avais maintenant une perte des mémoires. Et elle m'a dit que je vivais dans cette ville auparavant. Je venais souvent boire un café ici. Et je n'avais pas de mari. « Et Dick ?» j'ai demandé. « Dick ?» La vieille dame haussa les sourcils. « Bon Dieu, chérie, comment ce salaud t'a-t-il retrouvé ?» J'ai eu un autre mal de tête. La vieille dame a dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'avais couru dans ce café et lui avais demandé de me cacher d'un gars qui était en colère contre moi. Mon mal de tête s'est aggravé. « Et ma sœur ?» ai-je demandé. « Je ne suis pas folle. La vieille femme a confirmé que j'ai une sœur, ou que j'avais, et que ma sœur essayait de me convaincre de rompre avec mon petit ami. Alors, je ne suis pas Isra? Suis-je Molly pour de vrai? Se pourrait-il que Trevor se soit vraiment trompé? » J'ai remercié la vieille dame et suis rentrée chez moi. Trevor est revenu. Je lui ai posé des questions sur Molly et lui ai dit ce que j'avais appris dans l'autre ville. Il se mit en colère. Il a cru que tous nos problèmes étaient à cause de ma sœur et de son petit ami. Que sans elle, il ne me serait jamais rien arrivé. Pourquoi m'a-t-il menti? Comment pouvait-il garder un secret en partie aussi importante de ma vie? Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de quitter la maison de Trevor. Il ne m'a pas retenu. Il m'a seulement demandé de rester en contact avec lui. J'ai demandé de qui était mon héritage et il avait l'air vraiment surpris. Il n'y avait pas d'héritage. L'argent que Molly et moi, ou Isra et moi, avons hérité après la mort de nos parents, nous l'avons divisé en deux. Le mien était dépensé à l'université, tandis qu'elle investissait dans ses fonds et l'immobilier. Soit Trevor ignorait tout de l'héritage, ou soit il était un menteur très convaincant. Je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai vécu seule pendant quelques semaines. J'ai commencé à me souvenir de mon enfance. Mes parents, mais ma sœur et moi étions presque toujours ensemble. Je ne pouvais pas dire si j'étais Molly ou Isra. Dick a essayé de passer me chercher après l'école. Je lui ai dit de partir et j'ai menacé d'appeler la police. Il est devenu fou et a promis que je le regretterais. Quelques jours plus tard, les freins de ma voiture sont tombés en panne. J'ai failli avoir un accident. J'ai seulement survécu grâce à l'airbag. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à nouveau à l'hôpital, mais maintenant je me souvenais de tout. Je suis Isra. Ce jour-là, je suis venue chercher ma sœur dans l'autre ville, même si Trevor ne voulait pas qu'elle reste avec nous. Il avait peur que Dick, qui la traquait, nous menace. Notre parent éloigné est décédé et a laissé ma sœur et à moi un petit héritage. J'ai donné ma part à Molly pour qu'elle puisse quitter le pays et commencer une nouvelle vie. Et je n'avais pas parlé à Trevor, sachant que cela ne ferait que l'irriter. Je conduisais ma sœur à la maison et mes freins ont cessé de fonctionner. Et puis, il y a eu un accident.
Dick a été arrêté. Il était celui qui avait saboté les freins les 2 fois. Trevor ne voulait pas me parler de ma sœur. Il avait peur que je veuille m'occuper de Dick moi-même, ou peut-être que je pourrais le blâmer pour la mort de ma sœur. Il a fallu beaucoup de temps pour pardonner à Trevor pour sa discrétion, mais nous avons finalement fait la paix. Parfois, je me demande encore si je ne suis pas Isra, mais Molly. Mais je suppose que je ne serai plus jamais sûre à 100% de mon vrai moi. Le soir, je me suis rendue à l'adresse que m'avait donnée le détective. Aussitôt rentrée dans la pièce, j'ai aperçu des sans-abri dans des vêtements sales. S'agit-il d'un refuge? L'un d'entre eux a attrapé ma main. Je l'ai regardé quelques instants et j'ai fini par le reconnaître. Il s'agissait de mon mari, Jim. Il y a un an de cela, il est parti en voyage d'affaires, puis il a disparu. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas été triste, étant donné qu'on s'était éloigné. Il était constamment rivé sur son ordinateur et ne me prêtait aucune attention. Jim est un génie de l'informatique. Il a créé je ne sais quel programme, l'a vendu à une grosse firme et est devenu millionnaire. Puis il a perdu tout l'argent gagné. Il disait que tout ce qu'il y a de plus précieux devait rester dans le coffre-fort. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir le code du coffre, mais ça n'a pas porté ses fruits. Quand Jim a disparu, j'ai décidé de trouver celui qui me valorisera. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et j'ai rencontré un gentil acteur au nom de Robert. Il aimait faire la fête à l'inverse de mon ex-mari. Mais avec ce train de vie, l'argent a vite commencé à manquer. Robert a donc eu l'idée d'engager un détective afin de retrouver Jim. Tout ceci dans le but de connaître le code du coffre-fort. Aujourd'hui, le détective a enfin pu trouver Jim. Sauf qu'il a oublié de mentionner qu'il était désormais un sans-abri. Je voulais connaître le code, mais je ne voulais pas le questionner devant les autres. C'est pourquoi je l'ai arraché, avec difficulté, des autres sans-abri. Je l'ai sorti dehors et fait rentrer dans la voiture. Jim était contre, mais j'en avais rien à faire. Sur le chemin, je ne laissais pas Jim en placer une. On lui raconta en quel point j'ai souffert sans lui. J'ai également rajouté que tout mon argent est parti pour le paiement du détective et qu'il me fallait le code du coffre afin de payer mes factures. Mais Jim m'a interrompu en me demandant qui j'étais et à quel coffre-fort je faisais allusion. J'ai arrêté soudainement la voiture. Comment ça, qui je suis? Je suis ta femme. T'as des trous de mémoire? Jim est resté silencieux. Arrivé à la maison, je l'ai tout de suite amené au coffre. Alors, qu'est-ce que tu restes planté devant? Fais le code, il n'a que 4 chiffres. Jim a saisi le code, mais ce dernier était faux. Je ne me souviens de rien du tout, a rétorqué tristement Jim. Alors, il a des trous de mémoire pour de vrai? Ça, c'est une surprise. Je n'avais pas d'argent pour l'amener chez le médecin, alors j'ai décidé de raviver sa mémoire avec notre photo qui était posée sur la table. Tu vois, là, c'est moi, ta femme. Essaye de t'en souvenir. Soudain, il a souri et m'a répondu qu'il se souvient de cette photo. C'était le jour où on avait fait du catamaran ensemble. Et là, Jim m'a regardé attentivement et m'a dit « Les chiffres du code ont pour signification des événements importants de ma vie. Et je crois que le premier chiffre est en rapport avec cette balade en catamaran. » Super! Alors demain, nous irons au parc. Je t'aiderai à t'en souvenir, mon cher. Il va juste falloir prendre une douche. J'ai envoyé Jim se coucher. Berk, quel imbécile! Bientôt, Robert et moi lui prendrons tout son argent et serons heureux. Le lendemain matin, Jim m'attendait à la voiture. Il était propre, rasé de près et bien habillé. Eh ben, enfin, faudrait mieux qu'il se souvienne du code et qu'on en finisse. Dans le parc, Jim me faisait faire des détours. Oui, Jim, c'est très beau, mais peut-être que tu vas finir par te souvenir du premier chiffre du code. Jim a eu pour excellente idée de faire une promenade sur des catamarans délabrés. Tout en grinçant des dents, j'ai fini par monter sur le bateau. L'argent mérite que je transpire un coup. Sur le catamaran, j'ai dû esquiver tellement de gouttes. Jim l'a remarqué et a fait en sorte d'aller encore plus vite. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruiner ma coiffure! J'ai crié afin que Jim fasse demi-tour immédiatement. Mais il était bien trop occupé à contempler des cygnes. Ma patience atteignait ses limites. Je me suis levée pour lui dire ce que je pense, mais le bateau m'a fait trébucher et je suis tombée à l'eau. À l'aide, je ne sais pas nager, je commençais à couler de plus en plus et la dernière chose que j'ai entendue, c'était un sourd éclaboussement. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Jim, en quai. Il était tout mouillé et il m'a dit qu'il a eu du mal à me sortir de l'eau. Je l'ai repoussé tout de suite. « Tout ceci est ta faute !» Le premier chiffre, c'est 2, m'a répondu joyeusement Jim. Tel le coup d'un cygne. Quoi? Et qu'en est-il des autres chiffres? Jim a seulement haussé les épaules. D'accord, au moins ça, mais là j'ai vraiment besoin d'un bain chaud. Arrivé à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé Robert. Qu'est-ce qu'il m'avait manqué? Mais il m'a coupé court et m'a demandé des nouvelles du coffre. En apprenant que je n'avais toujours pas le code, il m'a donné l'ordre de me dépêcher. J'entendais de la musique. Je me suis sentie triste de le savoir à une fête sans moi.
Je me suis remotivée, il ne me restait plus grand-chose à faire. Quand je suis sortie, Jim a remarqué que j'étais triste. Il a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Il vaudrait mieux que tu te souviennes du code, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Comment l'aider à se souvenir du code? J'ai une idée. J'ai sorti notre album et j'ai joué le rôle de la femme inquiète. Je faisais défiler les photos, mais Jim ne réagissait pas. Mais comment t'as pu oublier tout ça? Et là, il m'a montré une photo du Grand Canyon. Il croit bien que lors de ce voyage, il a imaginé le 2e chiffre de la combinaison du code. Sans tarder, j'ai loué une Jeep et un guide mexicain. J'espère que je ne dépense pas pour rien nos dernières économies. Qu'ils se souviennent enfin de ce foutu code. 3 heures de balade dans le canyon. Le guide nous faisait une excursion dynamique et Jim contemplait bêtement les paysages. Lorsqu'on s'est arrêté au bord d'une falaise, le Mexicain nous a proposé de faire une photo. Jim était ravi. Mais moi, je ne le sentais pas trop. Ce mec regardait bizarrement mon sac. À peine sorti de la voiture, j'ai senti que quelqu'un me poussait dans le vide. « Donne-moi ton sac ou je te pousse !» Le Mexicain était derrière nous. Je regardais dans le vide, encore un pas, et on y était. Jim m'a chuchoté. « N'aie pas peur. » Et soudain, il l'a mis à terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?» Pendant qu'il essayait de maîtriser le Mexicain, j'essayais d'appeler à l'aide. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le guide s'échapper. Jim a couru vers moi en me demandant si tout allait bien, alors que lui-même saignait du sourcil. Et c'est là où je me suis rappelé pourquoi je m'étais mariée avec Jim. Il n'avait pas encore d'argent, mais je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Jim m'a prise par la main en disant « Regarde ce coucher de soleil ». J'ai regardé le ciel et j'en ai perdu mes mots. À cause de ce foutu Mexicain, on a failli rater cette beauté. On s'est assis au bord de la falaise jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. J'ai attendu longtemps, mais Jim ne s'est souvenu de rien. Quand l'obscurité était presque totale, j'ai attrapé Jim par la main en lui rappelant qu'il est temps de partir. Allez viens, le monde a d'autres beautés à t'offrir. Jim s'est levé soudainement et m'a remercié de l'avoir aidé. Il a toujours dit que le Grand Canyon était la 8e merveille du monde. Le 2e chiffre de la combinaison est 8. De joie, je me suis mise à enlacer Jim. Bientôt on pourra ouvrir ce foutu coffre. Une fois rentrée, j'ai parcouru notre album photo. Je voulais trouver les autres endroits ayant été importants pour Jim. Lorsque je feuilletais les pages, à mon grand étonnement, j'ai remarqué que Jim et moi étions heureux. Il n'était pas question d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a Robert. Tous mes souvenirs avec Jim, c'est du passé. Et moi, je vis dans le présent. Le lendemain matin, Jim m'a amené faire un tour. Encore de la marche? J'en avais un peu marre. Mais il m'a dit avoir une idée derrière la tête. Toute la journée, nous avions arpenté les rues et je rêvais de m'asseoir. Heureusement, on arrivait devant un parc. J'ai foncé m'asseoir sur le premier banc. Et c'est là que Jim m'a demandé mystérieusement si j'avais souvenir de cet endroit. Ces mots m'ont donné des frissons. Il s'agissait de l'endroit de notre rencontre. Mais quel jour c'était déjà? Ça y est, je me souviens, le 26 avril. Jim m'a dit être très touché que je me sois souvenu de la date, avant de rajouter que 2 et 6 sont les 2 chiffres restants de la combinaison. C'est ce que lui dit son cœur. Il s'est rapproché de moi. Veut-il m'embrasser? On a été interrompu par l'appel de Robert. Mince, pas maintenant. J'ai décliné l'appel, mais Jim l'a remarqué. Il m'a demandé qui c'était. J'ai ricané en disant qu'il s'agissait d'une publicité. Nous marchions en silence vers la maison. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai décliné l'appel de Robert. Je voulais rester avec Jim. Je n'ai pas remarqué qu'on était déjà arrivés devant nos maisons. Tout de suite, j'ai pensé au coffre. Il était temps pour moi d'en finir. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant venant du bureau où se trouvait ce fameux coffre. J'ai ouvert la porte et aperçu Robert avec un brûleur à gaz à la main. Il essayait d'ouvrir la porte du coffre fort. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté un instant et m'a rétorqué, nerveusement. « Tu ne me sers à rien, je vais le faire moi-même. » Robert a allumé le brûleur et a continué ce qu'il avait entamé. La porte a fini par céder et s'est ouverte. Pendant ce temps, Jim observait ce qui se passait. Robert et moi étions sous le choc. On a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Seulement une photo de notre mariage avec Jim. Attends. Je me suis retournée vers Jim et je lui ai demandé « C'est donc ça que tu appelais ce qu'il y a de plus précieux ?» Il a souri. J'ai eu un pansement au cœur. Jim, déçu, a expliqué qu'il a toujours planqué l'argent dans le sous-sol. Vous pouvez aller le récupérer, il est en bas, dans 2 vieilles valises. Puis il a rajouté en murmurant « Je me souviens de tout. Dommage que tout ce qui t'emporte dans la vie, c'est l'argent. » Jim est parti, Robert s'est précipité joyeusement en bas,
Et moi, je n'arrivais plus à bouger. Rapidement, Robert a monté les valises avec l'argent et m'a traîné vers le taxi. « Vite, à l'aéroport, avant que cet idiot ne change d'avis et nous rattrape », a dit Robert. Dans le taxi, je n'arrêtais pas de penser. Cette photo et tous ces chiffres en lien avec nos souvenirs. Donc c'était réellement ce qu'il y avait de plus précieux. J'étais donc chère à Jim. Comment je ne l'ai pas remarqué toutes ces années? Aussitôt arrivé, Robert a attrapé les valises avec l'argent et il est sorti du taxi. « Allez, sors de là, on doit y aller !» a-t-il crié mécontent. Mais j'étais encore dans mes pensées et je ne pouvais pas bouger. Il m'était difficile de passer à autre chose. Robert a donc rajouté qu'il va continuer seul. Après tout, il avait tout l'argent. Et c'est là que tout est devenu clair. Pourquoi il s'est donné autant d'efforts? Rapidement, j'ai fermé la portière et donné l'ordre au taxi. Nous faisons demi-tour. J'ai compris qui m'aimait vraiment depuis tout ce temps. Il n'y avait plus personne à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu comment Jim disait au revoir à ses amis les sans-abri. Peut-être était-il là-bas? Je parcourais le refuge sans prêter attention à la puanteur et à la saleté. Sur le point de partir, mais j'ai vu quelqu'un dans un coin. Je me suis approchée silencieusement. C'était Jim. Je suis jetée sur lui. Et à genoux, je lui ai demandé pardon. « Comment j'ai pu être si stupide, Jim? Tu m'aimais plus que tout. Comment j'ai pu le manquer ?» J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jim m'a serré fort contre lui. Il s'est excusé de ne pas avoir été attentionné avec moi. Quand il s'est souvenu, Jim a eu honte et il a décidé de me rappeler comment nous étions heureux ensemble, même si on ne le remarquait pas toujours. Toujours enlacés, on est sortis du refuge et on s'est précipité dans le parc sur notre fameux banc. Et là, Jim m'a dit « Si tu veux, on peut aller s'amuser en boîte ?» Mais j'avais une meilleure idée. Que dirais-tu plutôt de se manger un hot dog et se balader dans notre parc jusqu'au petit matin? T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi et like la vidéo. Supporte notre chaîne. Merci. Maman! Maman! Papa et moi avons couru le plus vite que nous pouvions jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Je n'y crois pas. Papa, c'est définitivement elle. Nous avons essayé de crier plus fort que le bruit des voitures et pousser la foule hors de notre chemin. Maman! Attends! Mais elle monta sur un bus et partit. Maman a disparu il y a 1 an. Mes parents se sont chicanés et ma mère a décidé d'aller prendre une marche. Elle avait besoin de se calmer, mais elle n'est jamais revenue à la maison. La police n'y pouvait rien. Alors papa est allé voir un détective privé. Nous n'avions pas d'espoir. Mais quelques mois plus tard, il nous annonça que maman avait été trouvée. Le détective nous a laissé une adresse. Nous nous sommes rendus là immédiatement. Je tremblais d'excitation. Elle me manquait tellement. Je ne pouvais pas croire que je la verrais bientôt. Nous sommes sortis de la voiture et avons vu une très grosse maison. Waouh! Peut-être que nous avions la mauvaise adresse. Mais non, tout répondait aux coordonnées. C'était la bonne maison. Nous avons hésité, puis nous avons cogné à la porte. La porte s'est ouverte. Maman! Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je me suis jetée sur elle. Mais elle m'a salué poliment et recula comme si j'étais une étrangère. Et puis, elle me demanda si nous étions les nouveaux voisins qui avions acheté la nouvelle maison. Voisins? Maman! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais elle nous dévisageait comme si nous étions des étrangers. Nous devions dire quelque chose. Et papa a menti en disant que oui. Nous étions les nouveaux voisins. Ma mère était ravie et elle nous invita à prendre le thé. À l'intérieur de la maison, c'était encore plus luxueux. Ma mère nous invita dans le salon et jusque dans la cuisine. J'ai sorti notre portrait de famille pour lui prouver, mais papa m'a dit d'arrêter et m'a chuchoté de ne pas faire ça. Ma mère est revenue avec du thé et du gâteau. Elle a dit qu'elle s'ennuyait d'avoir de la visite. Elle ne voyait presque personne. Je ne sais pas ce qui ne tournait pas rond chez elle. C'était comme une très mauvaise blague. Est-ce qu'il s'était frappé la tête? Elle nous traitait vraiment comme des étrangers. J'étais sur le point de lui crier que j'étais sa fille. Soudainement, un policier portant un uniforme est entré dans le salon. Maman est devenue silencieuse. Ensuite, elle nous présenta Steve, son copain. Quoi? Nous n'en croyions pas nos yeux. Steve a grimacé et chuchota quelque chose à l'oreille de maman. Maman s'excusa et quitta sur le champ. Il était clairement mécontent de nous voir là. Et pendant que maman n'était pas dans la pièce, il nous interrogea. D'où nous venions? Pourquoi nous étions ici? Nous devions nous en sortir. Papa disait n'importe quoi. Et Steve voulait demander quelque chose d'autre. Mais maman est revenue en lui apportant de belles chaussettes confortables. Elle était clairement nerveuse et mal à l'aise devant lui. Même ses mains tremblaient, elle essayait de le camoufler. Maman offra une autre part de tarte à tout le monde. Et Steve l'arrêta et lui dit fermement qu'il était temps pour nous de quitter. Car elle n'était pas en état de recevoir qui que ce soit. Elle devait prendre soin d'elle. Pendant le chemin vers la maison, nous avons pensé à ce que nous devrions faire. Ce que Steve voulait sous-entendre. Est-ce que maman était enceinte? Nous ne savions pas ce qui n'allait pas avec elle. Les choses ne pouvaient pas être pires. Maman vivait une double vie, mais elle ne semblait pas être folle. Quelque chose avait dû arriver à sa mémoire.
Nous avions décidé de trouver un spécialiste pour nous aider à comprendre. Nous sommes allés visiter un psychologue et il a confirmé ce que nous redoutions. Ma mère souffrait d'amnésie. Elle nous avait oubliés. Mais le psychologue a dit qu'il y avait de l'espoir. Elle pouvait s'en remettre. Il nous a dit de lui montrer les mémorabilia. Cela l'aiderait à se rappeler de nous. Il fallait seulement éviter de révéler directement la vérité. Cela pourrait la blesser encore plus. Nous sommes retournés la voir. Papa a eu une très bonne idée. Il lui a donné des rosiers dans un pot. C'était ce qu'il lui avait offert lorsqu'ils étaient jeunes. Maman était heureuse de nous voir, mais elle ne nous a pas laissé entrer. Steve était à la maison. Mon père a quand même offert les fleurs à maman. Et je l'ai remercié pour le thé et le gâteau. Maman était si heureuse d'avoir reçu les fleurs. Elle a même dit qu'elle en avait vu des pareils auparavant. Est-ce qu'elle se rappelait de quelque chose peut-être? Mais soudain, Steve est apparu et nous ordonna de quitter. Cette fois-ci, il ne nous a même pas salués. Ma mère a essayé de s'opposer, mais il en empêcha brusquement. Il claqua la porte dans notre visage. Nous hésitions de retourner à la voiture lorsque nous avons entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Nous nous sommes retournés et nous avons vu Steve lancer les fleurs dans la rue. Maman pleurait, mais elle ne pouvait rien faire. Papa était sur le point de retourner se battre avec Steve. Mais je l'ai arrêté. Nous ne regagnerons pas maman comme ça. N'oublie pas notre plan. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que nous avions vu, comment elle était même entrée en contact avec lui, et elle était même enceinte de son enfant. J'ai pris notre photo. Ma mère était si belle. Nous étions au parc ce jour-là, à manger de la crème glacée. Le parc! Nous aurions dû appeler maman à marcher au parc avec nous, à notre endroit préféré. Papa a dit que c'était une excellente idée. C'était son endroit préféré dans toute la ville. Le jour suivant, nous avons attendu de voir la voiture quitter leur maison, attendre que Steve quittât pour aller travailler. Et puis, nous avons sonné à la porte. Maman était heureuse, mais visiblement nerveuse. Elle a dit que Steve était très jaloux et que le cadeau de papa avait créé un vrai scandale. Nous avons essayé de la convaincre de nous accompagner au parc, mais elle avait peur. Steve rentrait à chaque heure pour s'assurer qu'elle était là. Maman a dit tristement qu'elle n'était pas sortie depuis si longtemps et qu'elle était tannée de rester à la maison. Mon père et moi avons essayé de la convaincre. Nous avons promis que nous serions de retour rapidement. Nous avons dit que nous connaissions personne sauf elle. Elle a souri et accepta d'aller prendre une marche. J'étais si heureuse. Au parc, nous sommes allés sur un manège, nous avons mangé de la crème glacée. Maman, j'espère que tu te souviens à quel point nous étions heureux. Tout à coup, maman m'a touché les cheveux comme elle le faisait auparavant. Peut-être, mais elle jeta un coup d'œil à sa montre et son visage changea complètement. Elle nous a demandé de la raccompagner à la maison immédiatement. J'étais une bonne fille, mais nous devions y aller. Elle avait été avec nous trop longtemps. Steve serait fâché. Quel trou du cul! Steve n'avait pas le droit de la traiter ainsi. Elle n'était pas sa propriété. Papa a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec ce tyran. Elle méritait mieux. Maman a commencé à raconter un tas d'excuses disant que Steve était très inquiet pour elle. Mais c'était clairement à cause qu'elle avait peur de lui. Il n'était qu'un sale manipulateur. J'avais déjà la photo en main. Je voulais dire la vérité à maman le plus vite possible. Que nous étions sa vraie famille. Mais nous avons entendu des sirènes de police. Steve est arrivé. Il était furieux. Il cria à ma mère qu'elle n'aurait pas dû sortir. Nous devions partir. Papa chuchota à maman de nous appeler lorsque Steve serait parti travailler. Nous l'aiderions à s'échapper. Avant que maman ne puisse répondre, Steve l'attrapa par le bras et la tira dans la voiture. Il nous cria de partir et de rester loin de sa famille. Sinon, il nous mettrait en état d'arrestation. Papa était furieux. Comment pouvait-il traiter maman de la sorte? Je tremblais. J'étais sous le choc. Mais nous devions attendre l'appel de maman. Et si elle n'appelait jamais? Je me suis tournée et retournée toute la nuit. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Le matin venu, maman nous a téléphoné. Elle nous a demandé de venir et dit que Steve n'était pas à la maison. Alors elle avait décidé de quitter ce salaud une fois pour toutes. Nous étions chez elle en un temps 3 mouvements. La porte n'était pas verrouillée. Nous avons cogné et nous avons entendu maman nous demander de l'attendre. Mais en entrant dans le salon, nous avons aperçu des policiers avec ma mère. Tout à coup, nous étions plaqués. C'était horrible. J'ai commencé à me débattre et crier. « Non! Laissez-nous partir !» Steve n'avait jamais quitté. Il nous a regardés en souriant d'un air machiavélique. Finalement, il avait trouvé la maison où nous habitions. Il y avait d'autres personnes là. Steve a convaincu ma mère que nous étions des voleurs et criminels, et de nous tendre un piège. C'était horrible.
Ma mère essayait de nous éviter du regard. Je ne pouvais pas rester silencieuse une seconde de plus. J'ai commencé à dire à maman que nous n'étions pas des criminels, nous étions sa famille, et que pour une raison ou une autre, elle ne nous reconnaissait pas. C'était difficile de parler. J'avais une boule dans la gorge. Je me suis débattue des bras d'un policier en essayant de sortir la photo de ma sacoche. Je voulais tellement que ma mère me croie. Mais aussitôt que j'ai sorti la photo, le policier m'a plaqué à nouveau. Il m'a mis des menottes parce que je refusais de bien me comporter. Oh non! Notre photo, elle n'était plus là. J'ai demandé au policier de la trouver, mais il ne m'écouta pas. Nous aurions dû aller à la station. Et maman? Maman ne nous regardait même pas. Comme à l'arrêt d'autobus. Nous avons essayé d'expliquer tout à la police, mais ils nous ont dit que maman parlerait pour elle-même. Comment? Elle ne se souvenait même plus de nous. Nous nous sommes assis à la station pendant 5 heures. Tout semblait horrible. Nous étions désespérés lorsque nous avons entendu la voix de maman. Elle nous cherchait. Elle avait la photo en main. « Maman, nous sommes ici !» J'ai couru dans ses bras. Elle a dit que tout était une très grosse erreur, que j'étais sa fille. Elle se rappelait de tout. Nous avons pleuré de joie. Quand tout le monde était plus calme, ma mère nous a dit qu'elle s'est rappelée de tout en voyant la photo. Maman a tout expliqué à Steve. Mais il s'est fâché et l'a embarré dans la maison. Elle s'est sauvée par la porte lorsqu'il s'est endormi. Papa lui a demandé si elle allait bien et si le bébé allait bien aussi. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Et puis, elle se mit à rire. Elle n'était pas enceinte. Le fait était que Steve était paranoïaque à l'idée de la protéger. Elle avait souvent des migraines et elle était étourdie. Il voulait qu'elle reste toujours à la maison. Éventuellement, il craignait qu'elle ne le laisse. Nous étions sur le point de quitter lorsque maman s'arrêta brusquement. Elle avait l'air apeurée. Steve se tenait dans la porte. Ses yeux étaient en feu. Et il tremblait de rage en refermant ses poings. J'étais à genoux devant ma petite amie, Mia, et tout le restaurant nous regardait, figé. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Veux-tu m'épouser ?» Mais Mia est restée longtemps dans un silence suspect. J'étais déjà nerveuse, et puis elle a soupiré, « Je suis désolée, j'ai un nouveau mec. » Le monde semblait s'effondrer. Mia s'est excusée et a quitté le restaurant en courant. Sans voix, je me suis lentement assis sur la chaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Mia allait non seulement me rejeter, mais aussi me tromper. Au collège, je suis tombé amoureux de cette petite brune aux beaux yeux bruns. Nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je suis allé à l'université, elle a emménagé avec moi. J'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité. Je devais travailler 24 heures sur 24, et j'ai commencé à passer très peu de temps avec Mia. Elle n'aimait certainement pas beaucoup ça, mais je pensais qu'elle comprenait tout. J'ai essayé pour notre bien, je voulais que nous vivions bien ensemble et que nous n'ayons besoin de rien. Je lui ai toujours dit que je l'aimais. Les mots ne suffisaient pas, et maintenant, quand j'ai finalement décidé de la demander en mariage, Mia avait un nouveau mec. Elle est partie, et je suis resté assis là, à finir mon 3e verre de vin. Mon cœur était lourd, alors j'ai composé le numéro de Zane, mon meilleur ami. Zane essayait de dire quelque chose, je n'ai même pas remarqué que je marchais sur la chaussée pendant la conversation. J'ai été soudainement assourdi par le klaxon de la voiture. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est l'éblouissement aveuglant des phares. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. C'était un hôpital. J'avais un terrible mal de tête. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais la porte s'est ouverte et un type a fait irruption. Quand j'ai regardé de près, je n'ai pas reconnu son visage. Qui êtes-vous? Il s'est approché de moi et a poussé un soupir. Je suis Zane, ton meilleur ami. Il y a eu un accident. Le médecin a dit que tu avais une grave blessure à la tête et peut-être une perte partielle de mémoire. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. Zane, je ne me souviens pas de son visage. Attends, et Mia? Elle doit être inquiète. Je suis parti en courant, mais il a secoué la tête et a dit tristement, « Je suis désolé, mec, mais Mia t'a quitté. » C'était comme être aspergé d'eau glacée. Mais comment? Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble. Je voulais la demander en mariage, mais Zane m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous trouverions une fille 100 fois mieux pour moi. Celle qui m'aimerait vraiment. J'ai souri faiblement et j'ai remercié Zane. Merci d'être là. J'ai rapidement obtenu mon congé de l'hôpital et je me suis remis à travailler. Zane a immédiatement commencé à me faire un profil sur Tinder avec ma photo et une jolie fille m'a immédiatement écrit. J'ai trouvé que c'était une bonne distraction. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café. J'y suis venu directement du travail et je me suis assis à une table. Une fois dans ce café, j'ai mangé des crêpes avec Mia. La serveuse s'est approchée de la
table et m'a dit de me perdre. J'ai regardé la jeune fille avec surprise, ses yeux marrons me semblaient familiers, mais elle s'est soudain retournée et est partie. C'était la première fois que je rencontrais une serveuse aussi grossière. Peut-être que je ne me souvenais pas de quelque chose, mais juste au moment où j'allais me lever, une grande blonde de Tineder s'est approchée de la table. Elle s'appelait Cheryl, et elle s'est assise et immédiatement mise à parler d'une bonne alimentation. Cheryl a parlé pendant environ 3 heures, et je bâillais quand j'ai remarqué la serveuse qui se tenait à côté du bar. Elle nous regardait attentivement, mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est détournée brusquement. Que lui avais-je fait? Cheryl a continué à parler, sans me laisser placer un mot. Je me suis excusé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je ne pensais pas que ça allait marcher avec elle. Et une demi-heure plus tard, j'étais assis chez Zane et je lui racontais notre étrange rendez-vous avec la beauté de Tineder. Je dois admettre que Mia m'a manqué. C'était si bon d'être avec elle. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Mais Zane a protesté, Mia était une puante. Elle m'a trompé. J'ai baissé la tête, Zane avait raison. Puis son téléphone a sonné et Sweetie est apparu à l'écran. Il s'est immédiatement excusé avec une certaine nervosité et est parti. Allez, Zane, tu as une petite amie? Aussi loin que je me souvienne de lui, il n'est jamais sorti avec quelqu'un. C'est pourquoi nous sortions souvent ensemble, tous les trois, Zane, moi et Mia. Je me sentais à nouveau triste. Alors. Attendez, il y a encore beaucoup de filles sur le terrain. Après avoir attendu Zane, j'ai parlé un peu plus avec lui, puis j'ai ouvert mon compte Tineder. Il était temps d'aller à un rendez-vous. Bientôt, j'étais assis dans le même café, mais la fille de Tineder n'est pas apparue. Je l'ai attendue pendant 1 heure que j'aurais pu passer à travailler. Puis la serveuse négative est passée. Elle a souri et a dit en riant que j'avais l'air d'avoir été largué. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un est entré dans le café en criant. Je me suis retourné et j'ai vu un homme ivre. Il a titubé jusqu'au canapé de la table voisine. L'odeur de l'alcool m'a immédiatement frappé le nez. L'homme siffle, en regardant la serveuse. Et il lui a attrapé le bras alors qu'elle passait. Que faisait ce connard? Je me suis levé et j'ai crié de laisser partir la fille, sinon j'aurais appelé la police. Mais l'homme n'a ri qu'impudemment. Dans la seconde qui a suivi, j'ai fait le tour de la table et j'ai saisi l'homme par le col. Il est temps de vous apprendre le respect. Mais l'homme était fort. Il m'a repoussé, et je suis tombé sur la table de verre derrière moi. La douleur a assombri ma vision. J'ai entendu les cris des gardes qui couraient et j'ai réalisé que le danger était passé. Il a été rapidement escorté hors du café. Ensuite, la serveuse m'a aidé à me lever. Elle a regardé ma main avec horreur, il y avait là une coupure toute fraîche. On aurait dit que je m'étais blessé en tombant sur la table. La serveuse m'a immédiatement emmené dans l'arrière-salle pour soigner la blessure. Elle a été gentille avec moi pour la première fois. Et soudain, elle m'a remercié de l'avoir défendu. Ce n'est rien, n'importe quel gars ferait la même chose. Elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais si attentionné. Que voulez-vous dire? Mais elle s'est immédiatement rattrapée et a quitté l'arrière-salle, disant qu'il était temps pour elle de travailler. Je pouvais encore sentir son toucher. Et puis j'ai décidé d'attendre la fin du service pour la ramener à la maison. Peut-être que j'aurai une chance avec elle. Après la fermeture, je l'ai rencontrée à la sortie et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui battait. J'étais comme un écolier. La serveuse m'a regardé mystérieusement. Je pensais qu'elle allait refuser, mais elle m'a souri bizarrement et m'a dit essayons. J'ai décidé de me présenter et lui ai immédiatement demandé son nom. Appelez-moi un étranger. Elle m'a répondu. D'accord. Un étranger. Nous avons parlé en chemin. Nous avons commencé à discuter de films. Et il s'est avéré que nous étions des fans de Marvel. Et quand je lui ai demandé quel était son plat préféré, j'ai été stupéfait. Elle était folle des crêpes et de la confiture, tout comme moi. Dès que nous sommes arrivés chez elle, j'ai décidé qu'il était temps. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai embrassée. Mais elle a soudain reculé. Tu as perdu la tête? C'était comme être aspergé d'eau glacée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé mais l'étranger est parti sans répondre ni même dire au revoir. Le lendemain, après le travail, j'ai rencontré Zane et lui ai parlé de l'étranger qui m'avait refusé. Je pensais l'avoir rencontrée et qu'elle m'avait rejeté. Elle était encore mieux que Mia. Mais Zane a dit que j'étais trop obsédé, alors je n'ai rien laissé de nouveau entrer dans ma vie. Il a pris mon téléphone et a immédiatement ouvert Tinder et a fait quelques rendez-vous supplémentaires. Je n'ai pas résisté, l'étranger m'a repoussé. Mais aucune des filles ne pouvait se comparer à la serveuse du café. Je n'arrivais pas à m'enlever son sourire de la tête et je comparais chaque fille à elle. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Si je suis tombée amoureuse, alors j'avais besoin de le poursuivre et non de rester assise. J'avais un rendez-vous pour le travail ce soir-là, mais j'ai annulé. J'ai acheté un énorme bouquet de fleurs et je me suis rendu au même café. Mon inconnu se tenait au bar. J'ai eu le courage d'aller la voir et de lui remettre un bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Je vais me montrer digne de toi.
donne-moi une chance. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais soudain, Zayn est entré dans le café et s'est approché de nous. Que faisait-il ici? Zayn a soudainement étreint l'étranger et a froncé les sourcils, jetant un regard mécontent sur moi. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai essayé de piquer la copine d'un ami. De gêne, j'ai souhaité que le sol m'engloutisse. J'ai jeté un dernier regard à la serveuse et je suis sorti en courant du café. J'ai erré dans les rues, en pensant à cette situation avec Zayn et sa petite amie, l'étranger. J'ai fait un pas de plus, puis une voiture a klaxonné très fort. J'ai frissonné, elle est passée à 1 millimètre de moi. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai soudain réalisé que je me souvenais de tout. J'ai eu une vision soudaine du visage de Mia. Beaucoup d'émotions ont surgi en même temps. Cette serveuse étrangère était Mia, ma petite amie. Alors, stop. Mais pourquoi Zayn était-il avec elle? Puis j'ai réalisé que Mia m'avait quitté pour lui. Ma meilleure amie. Mais ensuite, j'ai commencé à me souvenir du peu d'attention que je lui accordais. En raison de mon travail, j'ai souvent ignoré ses demandes de sortir ensemble. Mia m'a dit plus d'une fois à quel point je lui manquais et je travaillais tout le temps. Quel idiot j'étais. J'ai tout gâché moi-même. Mais Zayn, comment a-t-il pu faire ça? J'ai serré les poings. Il avait caché la vérité tout ce temps et m'avait manipulé sous le prétexte de me soutenir. Et tout ça pour me prendre ma copine? Je me suis retourné. Vous ne pouviez pas le laisser comme ça. Il était temps de régler les choses avec Zayn. J'ai décidé de retourner au café, en espérant que Zayn y soit toujours. Il était tard, et il n'y avait presque pas de visiteurs. Je cherchais Zayn quand j'ai entendu la voix de Mia qui venait clairement de l'arrière-salle. J'ai écouté. Mia disait à quelqu'un d'une voix tremblante, presque en pleurs, qu'elle m'aimait toujours. Ces derniers jours, alors que je la courtisais, elle a réalisé que j'étais son destin et qu'elle regrettait de m'avoir largué et que cela se soit passé ainsi. Et puis j'ai entendu la voix de Zayn, qui disait qu'il était meilleur que moi. Que j'abandonnerais Mia à nouveau, comme je l'ai fait avant. En entendant ces paroles, j'ai ouvert la porte et je suis entré au moment où Zayn poussait Mia. J'ai réussi à l'attraper, puis j'ai jeté un regard furieux sur mon ancienne amie. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout, mon pote? Zayn a essayé de me frapper, mais je l'ai esquivé. Je l'ai immédiatement frappé en retour. Il le saurait, crétin. Après cela, Zayn, la main contre le nez, a souhaité sarcastiquement notre bonheur domestique et est parti. J'ai embrassé Mia, alors nous sommes restés en silence pendant 20 minutes. Puis je me suis approché et j'ai chuchoté: tu veux aller à un rendez-vous, étranger? Nous n'avons plus jamais rompu, et 1 mois plus tard, je l'ai à nouveau demandé en mariage. Devinez ce qu'elle m'a dit. Et j'ai aussi réalisé que si vous aimez une personne, les mots seuls ne suffisent pas. La principale façon de montrer votre amour est de donner de votre temps et de votre attention. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Terrifiée, j'ai couru directement vers la sortie du secours. Des bandits me poursuivaient, en criant « Donne-nous ton cœur ». Qui étaient-ils? Ils étaient très proches. Il n'y avait pas le temps de descendre, alors j'ai décidé de sauter. J'ai atterri sur le trottoir, et une douleur infernale m'a traversé le corps. Les bandits s'abattaient déjà sur moi, et je ne pouvais même pas bouger. C'était vraiment fini. Mais soudain, une voiture noire s'est approchée de moi. La porte s'est ouverte, je n'ai rien compris. Si tu veux vivre, monte dans la voiture, a crié le chauffeur. Je me suis réveillée dans un appartement. Je regardais autour de moi et je n'arrivais pas à savoir où j'étais. Ce n'est pas que je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas qui j'étais. Il y a quelqu'un ici? J'ai appelé timidement, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai parcouru rapidement les pièces, mais il n'y avait personne. Je ne me souvenais de rien du tout. Merde, je ne connais même pas mon nom. Je marchais de pièce en pièce, désespérée. Mais soudain, mon regard s'est arrêté sur le miroir. C'est vraiment à ça que je ressemble? Attends, c'est quoi ça? J'ai déboutonné les boutons de ma chemise et un vilain frisson a parcouru mon dos. Il y avait une énorme lacération sur ma poitrine et de profondes marques de cordes sur mes poignets. Que m'est-il arrivé? Cette ignorance m'épuisait. Dans la panique, j'ai parcouru toutes les affaires de ce foutu appartement. J'ai tout jeté des armoires et mis les tables de nuit sens dessus-dessous. J'ai besoin d'une sorte d'indice. Sur une étagère dans le hall, j'ai trouvé une pile de photographies, des personnes totalement différentes. Même des enfants étaient parmi eux. Qu'avaient-ils en commun? Peut-être que j'étais une photographe? Une caméra vidéo était posée à côté, mais il n'y avait pas un seul enregistrement dessus. Il y avait un ordinateur portable sur la table. J'étais enthousiaste, mais tout ce que j'ai pu trouver dans mes signets, c'est un tas de sites web obscurs. Ma panique grandissait. Je souhaitais que quelqu'un m'explique ce qui n'allait pas. Soudain, j'ai entendu des cris venant de la cage d'escalier. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. Une sueur froide a perlé sur mon front. Je ne savais pas qui c'était, mais je doute qu'il soit là pour m'aider à régler les choses. Je ne savais pas quoi faire,
Mais alors la serrure de la porte s'est retournée avec un craquement. J'étais étourdie. Sur le seuil, une bande de voyous me fixait. L'un d'eux a pointé un doigt vers moi et a crié « Donne-nous ton cœur !» Où s'enfuir? Je me suis immédiatement précipitée vers l'escalier de secours. Il n'y avait pas d'autre option. Dieu merci, j'étais au premier étage. Les bandits étaient très proches. Il n'y avait pas le temps de descendre. J'ai fermé les yeux et j'ai sauté. En une seconde, j'étais allongée sur le trottoir. Mon corps avait l'impression d'être transpercé par un millier d'aiguilles chauffées au feu. Je ne pouvais pas bouger. Et au-dessus de ma tête, les hurlements glaçants retentissaient déjà. « Donne-nous ton cœur !» Dans mon esprit, je me préparais déjà au pire. Vais-je mourir, sans savoir qui je suis? Mais soudain, j'ai entendu le rugissement d'un moteur. Une voiture noire s'est arrêtée juste en face de moi. « Si tu veux vivre, monte dans la voiture », j'ai entendu de la porte ouverte. Je me suis ressaisie, et une seconde plus tard, nous étions lancés dans les rues de la ville. Tout ce qui m'était arrivé au cours des dernières heures me dépassait. Ça me déchirait de l'intérieur. Qui étais-je et pourquoi cela m'arrivait-il? Je voulais tellement demander au chauffeur, mais je ne savais pas par où commencer. Il était étonnamment calme. « Voilà », dit soudain mon sauveur, en me tendant une sorte de tablette. Perplexe, je l'ai prise. Une vidéo est apparue sur l'écran et j'ai vu des gens en costume d'affaires. L'un d'entre eux a semblé s'adresser directement à moi. Il a dit qu'il avait eu mon cœur et que maintenant je me promenais avec une prothèse cardiaque. Ils m'ont donné une date, le lieu et le montant pour lequel je pouvais racheter mon cœur. Merde, quoi? C'est un gros coup monté, n'est-ce pas? Je refusais de croire à cette absurdité. Mais le conducteur était absolument sérieux. « Sarah, qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu t'es fourrée ?» il a dit. Je lui répondais timidement que je ne me souvenais de rien du tout. « Comment ça, tu ne te souviens pas? Je suis Gareth. Est-ce que tu te souviens au moins de ça ?» Je me souvenais pas du tout de Gareth, mais j'étais contente. Avec un peu de chance, les choses vont avoir un peu plus de sens, grâce à lui. Mais au moment où je me suis calmée et décidé de poser quelques questions, Gareth m'a affirmé que nous devions retourner à mon appartement, car l'argent nécessaire pour racheter mon cœur est là-bas. Il n'y avait plus que des questions après cette déclaration. Où ai-je trouvé tout cet argent? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai demandé timidement à Gareth, mais il a dit qu'il me le dirait plus tard. Mais nous devions nous dépêcher car les bandits pouvaient nous trouver à tout moment. Je n'arrivais pas à croire tout ce qui se passait. Je pensais que j'étais soudainement une personnage dans un jeu vidéo d'horreur. Dès que nous sommes arrivés chez moi, nous nous sommes immédiatement précipités dans l'appartement et j'ai renversé tout dessus-dessous pour trouver l'argent. Mais nous n'avons pas trouvé un centime dans un casier ou sur une étagère. Peut-être que Gareth avait fait une erreur. Mais soudain, il a compris. Il est entré dans la chambre et a commencé à pousser le lit. J'étais stupéfaite. Il y avait vraiment de l'argent là-dessus. Beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu le temps de comprendre d'où ça venait. C'était juste assez pour racheter mon cœur. Alors que je rassemblais à la hâte l'argent dans le premier sac que je pouvais trouver, Gareth me regardait attentivement. J'étais très reconnaissant de son aide, mais me suis soudain senti mal à l'aise dans ce regard. J'ai demandé si tout allait bien. Gareth a juste soupiré et a dit que sa sœur avait été kidnappée il y a quelques années, et que lorsqu'il me regardait, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. Je me suis sentie incroyablement désolée pour lui. Il l'a dit avec tant de regret. Il devait être très proche. Il était temps de sortir, mais soudain Gareth a dit que sa voiture n'avait plus d'essence. J'étais confuse quand elle a soudainement dit « C'est bon, on va utiliser la tienne. » Attends, donc j'ai aussi une voiture? Encore plus perplexe, je suivi Gareth dans la cour de la maison et je n'ai vu qu'une grande camionnette blanche qui ressemblait à un camion de boucher. Alors, c'est ma voiture? Pourquoi faudrais-je acheter une chose aussi énorme? On est monté dans le van. Il n'y avait presque pas de temps. Nous étions en retard. Gareth a mis le gaz et nous avons roulé rapidement pour rencontrer les personnes en costume de la vidéo. Je n'arrivais toujours pas à me sortir quelque chose de la tête. Je suppose que j'agissais à un pilote automatique. Nous sommes allés jusqu'à un bâtiment abandonné plutôt effrayant. Ils doivent faire leur horrible business aussi. Nous sommes montés à la hâte au dernier étage et avons été surpris de voir que l'intérieur était joliment rénové et bien éclairé. Et le plus étrange, c'est qu'il y avait des dizaines de caméras accrochées au mur. Il semblait filmer chaque millimètre de la pièce. Et au milieu du mur, il y avait un écran géant. J'ai regardé autour de moi et quelques vestiges de mémoire ont remué dans mon esprit. Enfin! Apparemment, je suis déjà venue ici. Peut-être que c'est là que mon cœur a été découpé. Soudain, mes yeux sont devenus noirs et j'ai eu mal derrière la tête. Je me suis retournée et Gareth sourit en essuyant le sang sur la batte. Quoi? Je me suis réveillée attachée à une civière.
tout le monde était debout autour de moi. Les hommes en costume de la vidéo, Gareth, et les voyous qui étaient après moi. Qu'est-ce qui se passe? Gareth, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'était approché de l'écran et a allumé la vidéo. Incapable de faire autre chose, je le fixais. La vidéo montrait le van blanc, ma voiture. Elle s'arrêtait devant une station-service, et on aurait dit que c'était le milieu de la nuit. Il n'y avait qu'un seul passant pressé. Soudain, plusieurs personnes portant des masques de ski sont sorties de la camionnette. Je n'ai rien compris du tout. Ils ont attrapé ce type, l'ont attaché brutalement et l'ont poussé dans le van. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais alors l'un d'entre eux a enlevé son masque, et en dessous c'était moi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Ce n'est pas possible, je n'ai pas pu faire ça. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai regardé Gareth, mais il a souri à nouveau. Ce n'est pas encore fini. D'autres scènes défilent sur l'écran, mais l'intrigue reste la même. Moi et mes assistants attrapons des gens de la rue et les poussons dans une camionnette. Certains ont bien résisté, et puis je les ai battus aussi. Les victimes étaient toutes différentes. Femmes, enfants, personnes âgées. Ce n'est pas possible. Aurais-je pu être aussi cruel? Puis il y avait des images sur l'écran provenant de cette pièce. Je pratiquais une sorte de chirurgie sur ces gens. Le caractère effrayant des images me fait presque vomir. J'ai étouffé mes larmes et je ne comprenais toujours rien. Gareth semblait se réjouir dans mon désespoir. Il s'est approché et s'est penché sur moi. Je n'ai pas pu supporter son regard pénétrant et j'ai détourné les yeux. Il m'a dit d'un ton glacial que pendant des années j'avais enlevé des gens et mené des expériences sur eux, par pure curiosité. Je diffusais toujours ça sur le Darknet depuis cette pièce. Il avait une sœur qui était aussi une de mes victimes. Non, non, non. Ça ne pouvait pas être moi. Mais soudain, des flashs de mémoire ont commencé à me revenir. Je me suis rappelé certains épisodes, comme traîner quelqu'un dans une camionnette, sortir un scalpel, et puis je me sentis satisfaite. Ce n'est pas possible. Gareth, quant à lui, a continué. Il avait passé 2 ans à essayer de comprendre qui avait enlevé sa sœur, et puis il y a un mois, il a enfin compris. Moi. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de moi, il voulait se venger. Gareth dit que j'ai vécu comme dans une grotte de marmotte pendant un mois. On m'a injecté un médicament pour supprimer ma mémoire. On m'a changé d'une prothèse cardiaque pendant une journée. On a répété le même scénario. Et surtout, ma diffusion ne s'est pas arrêtée. Maintenant, les téléspectateurs me regardaient souffrir tous les jours. C'est devenu un nouvel divertissement. Une émission très populaire. Maintenant, tu comprends le désespoir de ces gens. Avec ces mots, il s'est approché et m'a fait une piqûre. J'avais l'impression que mon esprit se dédoublait. Je me souvenais de tout. Non, mieux vaut se débarrasser de moi, je le mérite. Mes yeux sont redevenus noirs. Je me suis réveillée dans un appartement. Je regardais autour de moi, je n'arrivais pas à savoir où j'étais. Ce n'est pas que je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas qui j'étais. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci.